Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du club privé Blogueur Pro. Donc je suis actuellement en direct avec Christian Godefroy. Bonjour Christian. Bonjour Olivier. Donc Christian, je suis actuellement à Miami. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça la magie d'Internet et c'est ça la magie d'avoir un business sur le web, c'est que on se balade beaucoup et que du coup on est amené à parler avec des gens qui se trouvent à l'autre bout du monde. Alors, je pense que la plupart des membres du club privé Blogueur Pro te connaissent, mais est-ce que tu peux quand même te présenter pour lesquels que tu ne te connaîtrais pas? Ah, c'est difficile de me présenter. Alors, j'ai 62 ans. Je suis éditeur, auteur, copywriter et infopreneur et formateur. J'ai fait une carrière principalement dans l'édition en vente par correspondance. Il y a une dizaine d'années, enfin 9 ans et 10 mois, euh, j'ai décidé que l'édition traditionnelle allait changer et que tout allait passer sur Internet. Donc j'ai revendu mon entreprise et je suis passé sur Internet, ce que je ne regrette absolument pas. Et chaque jour, je suis émerveillé par ce qu'on peut faire avec l'édition électronique et Internet. Oui, d'autant plus que toi, tu as connu l'ancienne version, puisque tu t'es lancé dans le business, dans l'édition, alors que Internet n'existait pas du tout. Dans le marketing direct, à l'époque, du courrier papier. Oui, ben, alors il faut savoir une chose, c'est que on a tous tendance, nous, les gens d'Internet, à penser que ça y est, Internet a remplacé les mailings et tout. Mais là, ici aux États-Unis, je me rends compte que beaucoup d'infopreneurs marient les deux Hmm. et disent tous que c'est beaucoup plus intéressant de marier la vente par correspondance avec tout ce qui est, on va dire, virtuel, quoi. Parce que ça donne de la consistance à l'offre, ça donne de la consistance à la personne. Quand on reçoit un mailing dans son courrier, bah, il peut pas disparaître instantanément dans la poubelle. Il faut le prendre en main, on le laisse traîner sur son bureau. Donc les résultats sont très différents. Et pour des produits, on va dire, un peu plus lourds, bah, je pense qu'un de ces jours, je vais quand même me décider à tester moi aussi d'utiliser la vente par correspondance parce que c'est un outil fabuleux, la vente par correspondance. Oui, puis c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre anti-spam sur les boîtes aux lettres physiques. Voilà, c'est ça. Et si il y a une bombe euh, électromagnétique qui efface tous les ordinateurs, on pourra quand même encore. Ou du courrier, ouais. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, en En, plus, en tu t'es tout cas, lancé. voilà, première chose à noter, c'est que quand on a un fichier client, il faut avoir l'adresse physique de ses clients, c'est vital. Oui, tu as tout à fait raison. On ne sait jamais effectivement ce qui pourrait se produire. Et même si on veut leur envoyer un petit colis ou une lettre. Et ben voilà, si on veut leur envoyer un petit cadeau pour Noël, c'est quand même plus sympa. Exactement. Et donc en plus, tu t'es lancé très tôt sur Internet en 2000, ce qui est quand même assez malin par rapport à la majorité des entrepreneurs français. Euh, alors, si j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui, donc je suis abonné à peu près toutes tes listes email, donc je reçois pas mal d'emails de ta part, et ça m'a toujours fasciné en fait comment dire, toutes les histoires en fait que tu racontes dans tes emails qui sont très prenantes, qui sont très intéressantes, qui souvent sont bourrées d'images très très parlantes. Et je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les personnes qui veulent se lancer dans le blogging, parce que je pense que quand on a un blog et qu'on écrit des articles, savoir écrire des histoires, c'est vraiment une compétence très importante à avoir. Et je me suis dit que tu serais sans doute le meilleur pour en parler en France et pour nous donner quelques tuyaux pour écrire de bonnes histoires. Bon, c'est vrai que les histoires, par exemple, en tant que formateur ou conférencier, moi je me suis toujours constitué un petit carnet rempli d'histoires parce que c'est la meilleure façon de capter l'attention de de capter l'attention de son auditoire. Et ce qui est vrai quand on est physiquement en train de faire un cours ou de donner une conférence, est encore plus vrai quand on a un blog ou même quand on fait une vidéo.
Alors, raconter une histoire, c'est toujours plus puissant. C'est de loin la chose la plus fascinante. Et aujourd'hui, il s'est créé une industrie colossale qu'on appelle le storytelling et qui est employée par des entreprises, des très grandes entreprises comme Nike, Nestlé, etc. Et donc, c'est devenu une science, le storytelling. Donc, on appelle ça le storytelling. Si vous tapez storytelling sur YouTube, vous allez voir, il y a des tas de conférences sur le storytelling. C'est un truc très important. Alors, moi, j'aime beaucoup les emails. J'ai toujours adoré les emails. Et il me semble que l'email le plus passionnant, c'est quand on raconte une histoire. Alors, bien sûr, faut pas que ce soit trop long, faut que ce soit intéressant. Il y a quelques règles. Alors, d'abord, où trouver son inspiration? La première chose, je crois, ce sont les événements. Moi, je lis presque tous les jours des journaux en ligne. Je vais voir des trucs genre USA Today, 20 minutes, ce genre de choses. Et de temps en temps, il y a une anecdote, il y a une histoire, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, je ne vais pas parler des grandes vedettes de Madonna mais c'est une bonne idée quelquefois de rebondir sur un événement. Ça fera pas une histoire, mais ça fera une anecdote et ça va capter l'attention des gens, bien sûr. Ensuite, il y a ce qui nous arrive à nous, notre expérience personnelle. Alors, par le passé, parce que bon, quand on a 20 ans, c'est sûr qu'on n'a pas des milliards d'expériences personnelles, mais on a quelques centaines d'expériences, même à la communale ou avec ses parents. On a tous vécu des choses qui qui ont changé notre vie. Au moment où je te parlais de ça, j'étais en train de penser à une anecdote classique dans une cour de récréation. Un gars qui t'offre un morceau de chocolat, tu trouves ça sympa, puis après il t'explique qu'il l'a trouvé par terre, ou un truc, c'est le genre de truc qui nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Et ben après, tout le problème, c'est comment raconter l'histoire et comment faire en sorte que cette histoire apporte quelque chose au lecteur, quoi. Alors, comment raconter l'histoire? Il y a une des choses que j'ai apprises en apprenant la prestidigitation, l'illusionnisme, c'est que le suspense est très important et que si on donne son truc tout de suite, si on donne la chute de l'histoire tout de suite, il n'y a pas d'histoire. C'est clair. Donc, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas de livre non plus d'ailleurs. Voilà. Donc il faut créer la situation. Une des premières choses à faire, c'est d'aider le lecteur à savoir où il est physiquement et à ce qu'il se situe aussi dans le temps. Donc, tu remarqueras souvent que dans une histoire, on commence par planter le décor. On dit, nous sommes en 1820, il est 15 heures, on est dans un petit village de Normandie. Voilà, on a situé dans le temps et dans l'espace l'endroit où se passe l'histoire. Ça, c'est vital. Parce qu'on a besoin de points de repère, on a besoin de s'imaginer la chose en quelque sorte. Après, on a besoin de savoir qui sont les protagonistes en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est uniquement toi? Est-ce que c'est toi avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un personnage historique? Bon, on doit avoir les personnages. Et si possible, et c'est là que ça devient difficile, idéalement, dans une histoire, il faut de l'émotion. Sans émotion, on ne touche pas les gens. Et il faut donc aller chercher en soi les émotions, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit l'amour, que ce soit l'émerveillement, que ce soit... Donc il faut se représenter, sentir ce qui se passe en soi. Et à ce propos, j'ai une anecdote intéressante. Un jour, j'ai organisé un truc qui s'appelait Corps Esprit au Palais des Congrès. Il y avait un orateur qui est arrivé. Il a pris le micro, voilà, comme ça. Et puis il a dit, voilà, je transpire un petit peu, j'ai les mains moites.
mon cœur bat un petit peu plus vite que d'habitude. Je vous vois dans une espèce de halo flou. J'ai la gorge qui est serrée. Et il a, comme ça, pendant 2 ou 3 minutes, il a décrit uniquement ce qu'il ressentait. Et à ma grande surprise, c'était fascinant. La salle était littéralement captivée. On n'imagine pas que le partage de nos sensations et de nos émotions puisse être quelque chose de passionnant, mais c'est passionnant. Donc là, il y a aussi le fait de partager une faiblesse qui est assez commune et que d'habitude on cache. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un copain américain, Craig Garber, qui est un spécialiste des histoires, et il me parle très souvent de ce qu'on appelle la press people. Oui. Et il me dit, les gens sont des voyeurs. Nous sommes tous des voyeurs. Et donc, à chaque fois qu'on peut partager avec les autres quelque chose d'intime, eh bien, on intéresse les gens parce qu'ils veulent en savoir plus sur nous. Et il faut bien se dire que pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires, pourquoi est-ce qu'on écrit aux gens, c'est parce qu'on veut créer une relation. Créer une relation, c'est quoi? Regarde, quand tu parles avec un copain, quand on a une discussion au téléphone ou sur Skype, on parle de la dernière anecdote, du truc qui nous est arrivé, on raconte une histoire finalement. Et c'est cet échange permanent d'histoires entre deux êtres qui crée la relation et qui fait que cette relation avec le temps va devenir plus forte. Et c'est ce qu'on veut faire quand on discute avec nos clients. On veut que la relation soit la plus forte possible parce que plus notre client, plus notre prospect nous connaît avec nos qualités et avec nos défauts, et plus il s'attache à nous, parce qu'on ne s'attache pas à quelqu'un uniquement parce qu'il a des qualités, on s'attache à quelqu'un aussi pour ses faiblesses, aussi pour ses défauts. Donc, effectivement, les histoires sont une bonne façon de partager des défauts. L'avant-dernière histoire que j'ai écrite, j'ai expliqué comment je croyais que une femme de ménage me faisait des méchancetés dans ma chambre d'hôtel parce qu'elle mettait la clim au maximum. Et puis ma fille m'a expliqué que c'était simplement parce que une femme de chambre court sans arrêt, qu'elle a très chaud, et que donc quand elle est dans la chambre, elle met la clim au max pour être bien elle. C'est pas du tout contre. Bon alors, je me suis rendu compte avec cette anecdote que je manquais terriblement d'empathie vis-à-vis de cette femme de chambre. J'en ai parlé dans une histoire, et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que on est attaqué alors qu'en fait l'autre ne fait que faire quelque chose pour lui-même et pas du tout contre nous. Donc voilà, tout ce qui se passe dans notre vie, à chaque fois qu'on fait une petite découverte, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, c'est l'occasion de raconter une histoire. Alors, il y a des règles. D'abord, il faut que les phrases soient courtes. J'ai rencontré un des meilleurs copywriters du monde, Henry Cohen, dont le job, tiens-toi bien, c'était de recruter 1 million d'abonnés par an. Wow. Pour une revue qui s'appelait Life, qui était une revue à l'époque absolument colossale. Donc, c'était un bon copywriter. Et une des choses qu'il m'a appris, il m'a dit, au début d'un texte, on ne doit jamais faire des phrases longues. Plus les phrases sont courtes, plus les paragraphes sont courts en début de texte, et meilleurs seront les résultats. C'est en quelque sorte faciliter l'entrée dans le texte, quoi. Je pense que ça décourager les personnes des phrases trop longues, en fait. C'est ça, elles vont être découragées et abandonner le texte avant d'avoir lu. C'est ça. Et en fait, les phrases longues sont beaucoup plus difficiles à comprendre et beaucoup plus difficiles à lire que les phrases courtes. Il faut savoir que les phrases longues sont réservées aux gens qui ont été à l'université, aux gens aux intellectuels, on va dire. Et le gros de la population n'est pas constitué d'intellectuels. Si on écrit comme Proust,
on va avoir comme clientèle que des lecteurs de Proust. Et très franchement, moi, Proust, c'est pas mon truc. Oui. C'est des phrases qui peuvent faire une page entière. C'est incroyable. À la fin, on ne sait plus du tout de quoi on parle. Même si c'est très beau. Oui, alors donc, première chose, il faut que les phrases soient courtes. Ensuite, on a dit qu'on dressait le décor. Et puis, après, il faut trouver un problème. En D'accord. fait, le héros doit toujours être confronté à un problème. Et plus le problème est grave, et plus l'histoire est passionnante. Donc voilà, il faut chercher ses problèmes dans sa vie quotidienne. Mais toi, est-ce que tu racontes des histoires sur ton blog? Alors, j'essaye, notamment pour illustrer des points en particulier, mais c'est vrai que je pense que c'est un domaine où j'ai encore des choses à apprendre. Néanmoins, quand j'ai lancé mon blog des livres pour changer de vie, j'ai raconté une histoire en fait, quand j'ai créé ce blog, puisque je me suis lancé dans un défi qui était de lire 52 livres en 52 semaines. Et ça constitue une belle histoire parce que j'expliquais pourquoi je faisais ça, d'où je venais, qu'est-ce que je voulais faire. Et C'est vrai que moi, j'ai raconté ton histoire à de très nombreuses personnes et c'est très passionnant, c'est vrai. voilà. Et ça, j'ai juste raconté en fait ce que je ressentais et pourquoi je faisais ça. Et ça a vraiment fédéré pas mal de gens. Il y a des gens qui ont dit waouh, c'est vraiment sympa, c'est un défi super, c'est excitant, on va te suivre, on va voir si tu y arrives ou pas. Il y avait ce challenge-là. J'ai même un blog sur le marketing, je crois, qui m'a cité comme exemple de bon storyteller, tu vois. Donc en mettant en exemple cet article-là. Mais bon, je pense que je peux améliorer justement ces Bon, il questions. y a, il y a un problème qu'on a tous qui est le suivant, c'est que notre histoire personnelle, on la connaît bien. Et comme on la connaît bien, on a tendance à être lassé par cette histoire et à ne pas se rendre compte à quel point notre histoire personnelle est passionnante. Donc, on a souvent besoin d'un miroir, de quelqu'un d'autre de discuter avec un copain pour identifier dans notre propre histoire ce qui est passionnant, parce que c'est cette histoire qui va intéresser les journalistes, qui va faire que tu vas avoir de la presse, que tu vas être invité dans les émissions de télé, etc. Il faut donc cultiver son histoire, en quelque sorte. Je ne sais pas si tu as suivi l'histoire de Brendan Burchard. Ouais, bon, il a pris un événement dans sa vie et puis il en a fait la clé de son succès. C'est-à-dire que, il dit, voilà, un jour, j'ai eu un accident de voiture, j'ai vu toute ma vie défiler et je me suis dit que finalement, je résume, hein, mais que ma vie n'avait pas vraiment de sens, etc. Et il trouve un événement dramatique, il raconte cette histoire, il la raconte super bien, et ça a créé sa réputation, son e-reputation, comme disent les Américains, simplement une histoire. Bon, moi, je suis toujours à l'affût des histoires. Par exemple, quelqu'un parle avec moi, me raconte une histoire. J'espère que je vais pour... non, je l'ai évidemment comme... J'ai toujours un petit carnet dans ma poche. Là, je crois que je l'ai sorti de ma poche, mais j'ai toujours un petit carnet, un crayon, et j'écris. Si j'entends un truc à la radio ou à la télé qui m'intéresse, hop, je l'écris. Parce qu'il faut bien savoir une chose, une certitude, c'est que si on n'écrit pas une histoire qui passe, on va l'oublier. Ah, ça c'est sûr. C'est comme les idées en fait. Hein. Voilà, c'est comme les idées. Il faut toujours noter les histoires. Même quelquefois 2 mots suffisent, hein, mais pour pouvoir après retrouver la chose. Oui, ça c'est un excellent conseil et que d'ailleurs beaucoup trop de personnes sous-estiment. C'est de noter tout ce qui nous passe par la tête qui a de la valeur. Et c'est vrai que noter les histoires, c'est une très bonne idée. Parce que si on n'est pas en moteur de recherche, quelles sont les bonnes histoires autour de moi, on peut avoir des très bonnes histoires qui nous passent là, alors qu'elles feraient d'excellents sujets pour le blog. Moi, j'ai des histoires ou des anecdotes personnelles qui me sont arrivées. J'y pense, je me dis, ah bah tiens, ce serait un truc sympa à raconter. Et puis, j'oublie pendant des années avant d'y repenser. Et c'est dans une discussion avec un copain ou un truc comme ça que le truc revient. Hop, là, il faut que je le note. Sinon, c'est pourtant un truc important, mais on l'oublie parce que
on peut pas garder en mémoire la totalité de notre vie, hein, c'est, enfin, de manière permanente, c'est là quelque part, mais il faudrait avoir une petite épuisette pour aller chercher toutes les anecdotes. Alors, quand je parle d'anecdotes, il y a différents types d'anecdotes. Il y a tout d'abord les mentors, ce qu'on a appris de nos profs, des gens qui nous enseignaient des choses, on va dire des leçons de vie ou des leçons dans un domaine d'expertise que quelqu'un qui a de l'expérience nous a transmises. Ça, les gens adorent ça. Il y a ensuite toutes les erreurs qu'on a faites. Parce on apprend beaucoup de nos erreurs, et beaucoup de gens s'imaginent que les erreurs et les échecs sont des choses dramatiques, mais en fait, souvent, les erreurs et les échecs sont à l'origine des grands succès. Donc, une erreur ou un échec peuvent être d'excellentes histoires. Il y a les erreurs et les échecs des autres, il y a les réussites des autres, mais il faut toujours, si possible, qu'il y ait un obstacle. Et après, bien sûr, après, il faut qu'il y ait le clou de l'histoire, qui est la réponse à la question, la résolution du mystère, la solution au problème. Donc, les différentes étapes, c'est on situe, on a la situation, on met les personnages, on crée le conflit, le problème, la difficulté. Et après, le héros cherche la solution du problème, et puis la solution arrive de la façon la plus dramatique possible. Et à la fin, il y a la conclusion, quoi, qui est... Alors moi, comme je fais le développement personnel, je vais essayer de tirer une leçon de la chose. Si c'est pour la vente, on va lier ça au produit qu'on vend. Mais on essaye toujours de récupérer en quelque sorte la fin de l'histoire vers idéalement une action. Oui, c'est ça. Donc ensuite, on encourage nos lecteurs ou nos prospects à faire quelque chose. On fait le fameux. Voilà, c'est ça, parce que bon, c'est pas, par exemple, moi j'ai des copains qui ont des milliers de livres, ils les connaissent, mais ils en font rien du tout. Moi, je crois que c'est plus utile de lire un livre, un seul, et de le mettre en pratique que d'avoir des milliers de livres qu'on ne met pas en pratique. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et donc, l'action, en fait, d'ailleurs, je crois que c'est la Bible qui dit qu'on sera jugé non pas par nos intentions, mais par nos actions. Et je crois que c'est la clé de la réussite, c'est l'action. Je suis entièrement d'accord. Donc, dans les histoires, il faut, si possible, pousser le lecteur à l'action. Il y a Chris Guillebeau qui dit que le gouffre entre l'ignorance et le savoir est beaucoup plus petit qu'entre le savoir et l'action. Waouh! Tu vois, il suffit pas de savoir, mais... C'est énorme, c'est énorme. C'est ça. Oui, et en fait, Internet a tendance à nous pousser à être constamment à la recherche d'informations. Et c'est un grand piège. C'est un grand piège parce que je crois que un choix, faire le choix d'une action est beaucoup plus importante que s'informer sur des milliards de choses. Là, je pense que tu dis quelque chose de très important parce que pour les blogueurs, je pense que la meilleure manière pour les blogueurs d'amener de la valeur à leurs lecteurs, c'est de les pousser à agir, à amener quelque chose de positif dans leur vie. Parce que sinon, quel est l'intérêt de lire un blog? C'est juste de la masturbation intellectuelle. Et pour ça, donc, on a compris, l'histoire est un excellent moyen d'amener les gens à agir en créant une connexion avec eux, en montrant des faiblesses, en parlant de situations initiales qui vivent peut-être à l'heure actuelle, et en leur montrant une manière de résoudre ce problème-là. Et ensuite en leur disant, agissez. Alors, une des tentations qu'on a quand on raconte une histoire, c'est d'en tirer des tas de conclusions ou de parler de différentes choses. Et en fait, moi je me suis rendu compte que l'esprit humain, quoi qu'il soit très complexe, il n'a la capacité que de comprendre et de retenir une seule chose. Si on se concentre sur une chose, on a un impact bien plus considérable que si on essaye de faire passer plusieurs idées. Donc, il vaut mieux, à mon avis, avoir une idée par histoire que d'essayer de faire passer plusieurs choses. Il y a une dispersion de l'attention, les gens savent plus qu'on attend d'eux,
ne comprennent pas ce qu'on veut leur dire. C'est vraiment, idéalement, plus on simplifie, plus on ramène, plus on raffine en quelque sorte, un peu comme on raffinerait de l'or. Pour arriver à un lingot, ben là c'est la même chose, il faut arriver à raffiner pour arriver à une chose très simple. C'est d'ailleurs la même chose quand on écrit un livre, tu remarqueras que les Américains par exemple ont tendance à exprimer une idée par chapitre. Alors que nous, plus on a d'idées, plus on a l'impression que ce bouquin va être brillant, qu'on va montrer comme on est vachement intelligent, etc. Ben, je crois que l'idée d'avoir une idée par chapitre, c'est beaucoup plus formateur, c'est beaucoup plus pédagogique que de brasser beaucoup d'idées. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire, de développer dans chaque histoire une seule idée. D'accord. Alors, donc on a bien vu que quand tu nous as dit que ce qui est important, c'est un facteur important, c'est de séparer les émotions et d'aller chercher les émotions en soi, mais je pense que c'est pas évident pour tout le monde de faire ça. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont un peu pudiques et qui ont un peu peur à l'idée de, je sais pas, de se dévoiler un peu, de dévoiler leurs faiblesses. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes pour les aider un petit peu à se lâcher au départ? Bon, d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. J'ai donné de très nombreux séminaires de développement personnel et je sais que une des grandes craintes de la plupart des gens, c'est de se retrouver dans un groupe exposé. On a l'impression qu'on va baisser son pantalon et qu'on va mourir de honte. Donc, quand on écrit un blog ou quand on écrit une histoire, bah, c'est un peu la même chose. On est exposé devant des centaines, voire des milliers d'yeux. Et ça donne une trouille terrible. Alors la première des choses à faire, c'est de ne jamais penser qu'on s'expose à la multitude, mais de ne penser qu'à une seule personne. Un des conseils que je pourrais donner, c'est de prendre la photo d'une personne, de la mettre en face de soi, et de n'écrire que pour un seul et unique individu. Par exemple, il n'y a rien de plus mauvais que de dire bonjour à tous, c'est-à-dire de s'adresser à une multitude. D'abord, c'est pas la réalité, parce que la personne qui lit, elle lit pour elle n'a pas le sentiment d'être, de faire partie d'une multitude. Et en plus, pour celui qui écrit, si il a en face de lui des centaines ou des milliers d'yeux, il est beaucoup plus impressionné que s'il parle à une seule personne. Parler à une personne, on sait tous plus ou moins faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Se dire qu'on ne parle qu'à une seule personne. Ensuite, il faut se représenter cette personne comme étant quelqu'un de gentil, d'ouvert, de quelqu'un qui va, de compréhensif. Il faut que la personne à qui on s'adresse, on ne s'imagine pas que c'est quelqu'un qui nous juge. En fait, on doit se représenter un ami. Et qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui nous accepte tel qu'on est. Donc, quand on écrit une histoire, il faut s'adresser non seulement à une personne, mais que cette personne soit amicale avec nous. Et puis, il faut s'oublier soi-même. C'est-à-dire que on a tous un ego. On pense à nous d'abord. Eh bien, dans la démarche de l'écriture d'une histoire, on déplace le centre d'attention vers celui à qui on s'adresse. On doit, en quelque sorte, oublier ses motivations à soi, quelque part, et se dire qu'on veut du bien à l'autre, qu'on veut l'aider, qu'on veut lui apporter quelque chose, qu'on veut lui apporter une émotion, qu'on veut lui apporter une découverte, qu'on veut lui apporter... et donc penser beaucoup plus à lui qu'à nous, si possible, s'oublier nous-mêmes. Quand on s'oublie, on n'a plus peur. Parce qu'on a peur, pourquoi? Parce qu'on est centré sur soi-même. Le timide, qu'est-ce que c'est que quelqu'un de timide? C'est quelqu'un qui est centré sur lui-même. Dès qu'on se centre sur l'autre, on n'est plus timide.
Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre conseil pour quelqu'un qui a justement cette difficulté à s'exposer? Bah, c'est la même chose que dans un séminaire, c'est-à-dire que il faut se dire que le fait de raconter des histoires, et c'est une certitude, c'est une façon de progresser personnellement. Et que c'est un peu comme écrire un journal, par exemple. Euh, on progresse. Pourquoi? Parce qu'on s'exprime et que le fait d'exprimer les choses qu'on porte en soi nous fait progresser. Quand on écrit une histoire, souvent, on écrit quelque chose et on est presque surpris parce qu'on a écrit, parce que c'est mieux que ce qu'on pensait au départ. Le simple fait de l'expression nous fait accéder à ce qu'on appelle l'inspiration, et l'inspiration, c'est quelque chose souvent de plus grand que nous, hein. Donc, voilà, est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai souvent cet effet-là, effectivement, quand j'écris un article et que je le relis un peu après, de me dire, mais tiens, c'est meilleur que ce que je pensais. Alors, c'est pas toujours une bonne impression, hein. Des fois, on a l'impression que c'est super et non. Mais c'est vrai que le simple fait de se mettre devant un clavier et d'écrire, ça va structurer notre pensée, ça va faire sortir des choses de nous qu'on n'aurait pas pu faire sinon, parce que déjà, on ne se serait jamais posé autant de temps pour réfléchir sur un sujet. Et le fait d'aligner les mots les uns après les autres, voilà, de faire un article structuré, ça, je trouve que ça fait sortir le meilleur de notre réflexion sur le moment. Et parfois, c'est surprenant de voir les résultats qu'on a. Et quand on écrit des histoires, bah, voilà, un bon. Donc, pour simplifier, il suffirait juste de se lancer, quoi. Si quelqu'un a peur, qu'il commence à écrire son Oui, histoire. oui, oui, c'est ça. Il faut se lancer et puis oublier tout ce qui est orthographe, ponctuation, etc. Tout ça, on le fait dans un deuxième temps. C'est comme dans la créativité. Mhm. Il faut pas être critique quand on est dans la phase créative. On peut faire ça après, faire éditer le texte, etc. Mais si, en cours de route, on essaye de corriger, le résultat, c'est généralement qu'on coupe son inspiration. Donc, c'est vraiment pas bon. Et puis alors après, une fois qu'on a écrit, moi ce que j'aime bien, c'est le lire à quelqu'un. Surtout quand j'ai un peu des doutes. Alors le quelqu'un, c'est souvent ma femme, en l'occurrence. Et c'est intéressant parce que des fois on veut passer un message, c'est un autre qui est reçu, pas du tout celui qu'on voulait faire passer, ou un truc qui est très très clair dans notre esprit. Bah, quand on le lit à l'autre personne, elle comprend tout de travers. Il faut toujours se dire que ça n'est jamais la faute de l'autre personne, c'est toujours notre faute à nous si on n'arrive pas à s'exprimer assez clairement. Si quelque chose n'est pas bien perçu par l'autre, c'est qu'on ne l'a pas exprimé d'une façon telle que ce soit clair. Et, et évidemment, ça fait progresser quand on a comme ça du feedback. Et puis, on peut aussi avoir carrément une espèce de groupe de gens qui s'intéressent au même sujet et où on se partage le sentiment qu'on a à propos des histoires. Moi, j'ai comme ça quelques personnes qui aiment bien les histoires et, euh, et on s'échange des histoires, on les lit, on fait des suggestions. Si on veut vraiment peaufiner, c'est tout à fait possible. On peut toujours améliorer. Hmm. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on se sert d'histoire? Est-ce qu'on s'en sert dès qu'on peut, à chaque occasion, parce que c'est toujours un bon moyen d'amener les choses, ou quand même il y a des occasions particulières où c'est plus intéressant? Bon, alors, je crois que la phrase que tu as prononcée, amener les choses, c'est la clé. C'est-à-dire que l'histoire est une excellente introduction. C'est aussi une très bonne façon d'illustrer un propos important, enfin une idée importante qu'on veut développer. Très souvent, en cours d'argumentation, en cours de texte, si on raconte une histoire, on va donner beaucoup plus de poids à ce qu'on veut dire. Et après, quand quelqu'un raconte ce qu'on a dit, souvent il se souvient d'un seul truc, c'est de l'histoire. Ou au moins ça lui sert de support à sa mémoire. Parce que les histoires sont beaucoup plus faciles à mémoriser que les idées et que tout ce qui est conceptuel.
C'est fascinant ça. Est-ce que tu as une explication de ça? Pourquoi on retient plus facilement les histoires? Pourquoi on est plus attentif quand quelqu'un raconte une histoire? Bon, les histoires remontent dans la nuit des temps, hein, et si, dans notre vie personnelle, en tant qu'enfant, notre enfance est bercée par des histoires, Oui, c'est que ce vrai. soit pour s'endormir, que ce soit euh, pour apprendre des choses. Nos premiers livres de lecture sont remplis d'histoires. Et bon, on peut prendre le meilleur exemple, je trouve le plus fantastique des exemples, ce sont les contes des mille et une nuits. Mhm. Pourquoi? Eh bien parce que voilà, il y avait quelqu'un qui était condamné à mort et qui racontait des histoires, et tant que les histoires étaient passionnantes, eh bien, on n'allait pas tuer cette personne. Donc, C'est vrai. ça- les mille et une nuits, c'est quoi? C'est des choses tellement passionnantes que, je sais plus, le grand vizir ou le roi disait, bon, bah, on va pas vous condamner demain, mais ce sera après-demain parce que je veux connaître la suite. Donc, ça montre quand même bien à quel point une histoire est quelque chose de fascinant. Il y a des gens, historiquement, il y a des gens qui ont vu leur vie sauve à cause d'histoires. Hmm. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'une histoire est si importante? Ben, je ne suis pas sûr qu'on sache tout à fait tout. Sur le plan cérébral, on a essayé de voir quelles étaient les réactions dans le cerveau. Et quand on raconte une histoire, il y a une mobilisation d'une beaucoup plus grande partie du cerveau que quand on a une simple discussion ou qu'on expose des idées. Je crois que une histoire mobilise les deux hémisphères cérébraux et mobilise une beaucoup plus grande partie de notre cerveau. Alors bien évidemment, si on mobilise une plus grande partie de notre cerveau, il y aura plus de facilité à garder, à mémoriser, puisque on a, on a mobilisé, on va dire, tout le cerveau. Et c'est ça, je crois, la qualité d'une bonne histoire, c'est elle mobilise non seulement le cerveau qui est là, mais on a découvert qu'il y avait d'autres centres nerveux qui sont en quelque sorte des cerveaux secondaires, comme le cœur, les tripes, et là on mobilise tous nos cerveaux ensemble, hein. Une bonne histoire, elle va nous faire vibrer dans l'ensemble de notre corps. D'accord. Oui, puis comme tu le dis, je pense qu'il y a le fait que c'est utilisé depuis la nuit des temps, donc on doit avoir une certaine prédisposition génétique, et il y a le côté culturel où depuis notre enfance, notre éducation Voilà. a été faite avec les histoires, tu as tout à fait raison. On a été conditionné. Ouais, une des choses que j'ai un ami qui écrit des romans Oui. et il m'a fait prendre conscience d'une chose incroyable, c'est que un 25 ou 50 pages dactylographiées peuvent valoir des millions de dollars. Ça s'appelle un script. C'est l'histoire qui va être racontée par un film et les studios d'Hollywood sont prêts à payer des sommes colossales pour des bonnes histoires. Hmm. Et on ne se rend pas compte à quel point ça a de la valeur, une histoire. Oui, c'est une bonne image, effectivement. Donc, pour revenir à la question de tout à l'heure, donc, si je comprends bien tout ce que tu nous dis, c'est qu'il faudrait utiliser les histoires dès qu'on peut, en fait. À chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, ne pas hésiter. Ah, tous les grands hommes que j'ai racontés, que j'ai rencontrés, pardon, quel lapsus, euh, s'exprimer principalement par histoire, par anecdote et par image. Parce qu'on communique beaucoup plus facilement avec les autres quand on a cette capacité de transformer des choses compliquées en histoire, en images, et, et ça touche tout le monde. Je veux dire, quel que soit, on est à un autre niveau. Bon, alors c'est vrai que l'être humain a une capacité extraordinaire, c'est ce qu'on appelle le néocortex, c'est cette capacité d'analyser, de raisonner, et c'est extrêmement utile. Mhm.
Mais ça n'est pas là que nous puisons toute notre énergie. Notre énergie, elle vient de beaucoup plus profond. Ce qui nous fait bouger, c'est pas des raisonnements intellectuels. Ce qui nous fait bouger, c'est quelque chose qui est du domaine des tripes. Et pour toucher les tripes, bah, il faut des histoires. Oui, c'est ça, les émotions, voilà, les émotions et l'intellect. Pensons au mot émotion, par exemple. Dans émotion, il y a ex et movere, il y a le mouvement. C'est l'émotion, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. C'est la définition même du mot. Ah oui, tiens, je ne savais pas. Ouais, c'est intéressant, d'accord. Est-ce que tu fais une différence entre les histoires inventées, que tu inventes pour illustrer quelque chose, pour faire une métaphore, par exemple, et celles, comme tu te racontais tout à l'heure, qui viennent de la réalité? Est-ce que tu les traites différemment ou tu vois, c'est la même chose? Non, je pense que c'est un talent que d'avoir la capacité d'inventer des histoires. Moi, souvent, je parle de quelque chose de réel ou quelque chose qui m'a été rapporté. Et alors, je peux le modifier, mais il m'est beaucoup moins facile de créer ex nihilo une histoire. Donc, Ah, parce qu'il me semblait que tu étais plutôt pas mauvais en métaphore. Je me oui, rappelle. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je m'améliore avec le temps, on va dire. Euh, et je cherche toujours effectivement des images, mais ça n'est pas quelque chose de naturel chez moi. Je veux dire, dans ma famille, il n'y a personne qui parlait en termes d'histoire. J'ai pas, c'est quelque chose c'est un talent que j'ai dû développer. C'est pas quelque chose qui est venu naturellement. Donc, j'ai certainement moins de facilité que d'autres personnes. Alors, je suis la preuve même que même si on ne naît pas Mozart, on peut arriver quand même à écrire des histoires et avoir un certain succès. Alors, une autre chose, je crois, dont on n'a pas parlé, c'est la, l'habitude d'écrire des histoires. Mhm. Plus on écrit d'histoires, plus c'est facile d'en écrire. Ah, ça c'est comme pour tout. Voilà. Ouais. Et donc, alors, je n'y arrive pas toujours, mais j'ai comme principe de base d'écrire une histoire par jour. Quand j'en parle à mes amis, ils disent, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? C'est incroyable, une histoire par jour, mais où est-ce que tu vas chercher ton inspiration, etc. Non, c'est simplement une décision intérieure. On se dit, je vais écrire une histoire par jour. Mm. Et si on donne cet ordre à notre subconscient, bah, on trouve une histoire par jour. Alors bien sûr, il y a des jours où au lieu d'écrire une histoire, on va en écrire 5. Et puis il y a des jours où on va être complètement sec. Mais dans l'ensemble, tous les gens à qui j'ai enseigné ça arrivent à écrire une histoire par jour. Et ça donne un espèce de thésaurus d'histoire fabuleux, même si Oui, on les écrit j'imagine. pas tout de suite. Parce que tu en as 365 tous les ans en plus dans ton carnet ou dans ton livret. Ça te fait de quoi puiser en fonction des besoins. Tout à fait. Puis après, il y a des histoires qu'on peut développer, en faire, je sais pas, un roman. Il y a des histoires euh, qu'on va pas développer, mais euh, le fait de créer comme ça des histoires tous les jours, ça donne un capital fantastique. D'accord. Ok, ouais. Non, c'est très intéressant tout ça. Alors, tu nous as dit en plus qu'au départ, tu n'avais pas de talent particulier pour écrire des histoires. Donc, Non, non. Par contre, je crois comme tout le monde, j'adore qu'on me raconte des histoires, donc d'accord. je suis attentif quand j'écoute une histoire. Même une histoire drôle, c'est pareil. Euh, Est-ce que tu as déjà connu des gens qui racontaient des histoires drôles de façon fantastique? Oui, c'est vrai que c'est énorme, hein. C'est On est la perdu à leur tête, différence, hein. la différence est colossale. J'ai connu un Italien qui racontait des histoires drôles de façon absolument fascinante. Bah, il faut l'observer, vous voyez, il faut se demander comment il fait pour que ce soit si passionnant. Euh, et on se rend compte que l'histoire en elle-même est importante, mais le plus important, ce n'est pas l'histoire, c'est la façon de la raconter. Alors, donc tu nous as dit, Christian, que ça ne s'est pas fait en un jour, on va dire, ta maîtrise du storytelling. Est-ce que, je sais pas, tu aurais des ressources à partager avec nous? Comment tu as appris en fait ça? Est-ce que tu as lu des livres? Est-ce que tu as suivi une formation? Enfin,
comment les gens aujourd'hui qui veulent apprendre ça pourraient le faire? Bon, d'abord, il faut savoir que le storytelling, c'est vraiment une science, hein. Il y a des tas de gens qui s'intéressent à ça. Euh, Moi, je savais même pas que ça existait et je savais même pas que je racontais des histoires. Mais par contre, j'avais un petit carnet. J'ai toujours eu un petit carnet dans lequel je notais les anecdotes, les histoires drôles, tout. Parce que c'est vrai que quand on est formateur, quand on fait de la formation, les histoires, c'est extrêmement important. Ça aide à faire passer le message. Euh, alors, comment est-ce que j'ai appris? Bah, j'ai acheté plusieurs bouquins sur le storytelling et je dois t'avouer que dans l'ensemble, j'ai été assez déçu. Hmm. Bon, d'abord, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, surtout dans les bouquins en français en tout cas. Et dans les bouquins en anglais, la seule chose qui m'a vraiment servi, c'est de connaître la structure des histoires. Et puis la structure des histoires, entre nous soit dit, on a appris ça au lycée, hein, quand on apprenait introduction, développement, conclusion, etc. La seule chose, c'est comment dirais-je, le climax, on appelle ça en théâtre le coup de tonnerre ou enfin, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? C'est le moment où tout change, quoi, en quelque sorte. Et ça, dans une histoire, c'est important parce qu'il y a la construction de l'histoire, le problème, et puis il y a le moment où tout se résout. Et ça, c'est un moment très important et qu'il faut bien mettre en valeur. Hmm. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de raconter des histoires, d'écouter les histoires que les autres racontent, de se poser la question, tiens, là, je m'ennuie, pourquoi est-ce que je m'ennuie? Euh, et puis de se rendre compte que notre cerveau a besoin de stimuli. Il faut que dans une histoire, il y ait des odeurs, il y ait des saveurs, il y ait des couleurs, il y ait des sons. Plus on fait marcher son imagination, et plus l'histoire prend de la valeur. Alors après, le problème, c'est le temps d'attention. Je crois que l'attention aujourd'hui des gens est très courte. Donc moi, j'essaie toujours de faire des histoires assez courtes. C'est rare que ça dépasse 2 pages, quoi. Et puis ça peut très bien faire une demi-page et, et être tout à fait réussi. Donc il y a aussi un art de raconter l'histoire le plus simplement possible, en quelque sorte. Voilà, je crois que sur Internet, il ne faut pas faire des histoires trop longues. Mhm. Il faut qu'elles soient intéressantes. Et donc, il faut aller chercher, parce que sur Internet, il y a des tas de sources d'informations. Donc, il faut aller aussi chercher sur Internet de l'information, que ce soit dans la presse, dans simplement, par exemple, s'abonner au club positif pour avoir mes propres histoires. Ça peut vous donner des idées d'autres histoires. Aller sur ton blog, où certainement il y a des histoires. Oui. Trouver des blogs où il y a des histoires. Et puis, observer dans sa vie personnelle quelles sont les choses qui nous font progresser, parce que du moment où on est né jusqu'à notre mort, il va y avoir des événements, des prises de conscience, des choses qui vont nous faire progresser. Et même si c'est pas quelque chose de très très important, une petite découverte partagée avec d'autres, eh ben c'est sympa. Voilà. Bah, tout à fait. Bah, écoute, je pense que c'est une excellente conclusion de cette interview. Je pense on a bien vu, on a fait un tour d'horizon du storytelling. Peut-être que tu as... Alors, ce que je te propose, c'est que on propose à tes auditeurs de poser des questions et qu'on refasse une deuxième session où on répondra à ces questions posées par les auditeurs, parce qu'on a certainement oublié Oui. des trucs importants ou des questions qui se posent. Ce serait intéressant de savoir quelles sont les questions qui se posent et c'est un sujet que je connais suffisamment bien pour me sentir d'attaque pour répondre à n'importe quelle question. Ah bah, avec plaisir. Donc, mettez un commentaire en dessous de la vidéo en posant vos questions. Je regrouperai tout ça et puis je referai une session avec Christian puisque le propose si généreusement. Et comme ça, bah, on sera sûr d'avoir fait vraiment le tour de tout ce qu'il faut, tout ce qu'il vous faut dire et tout ce dont vous aurez besoin pour cartonner demain avec votre blog. Voilà.
Ben, merci pour votre attention et puis merci Olivier de m'avoir donné l'opportunité de parler des histoires. À bientôt. Oui, merci beaucoup Christian et à très bientôt pour la deuxième session. Merci, au revoir.